c'est la fin du monde. Et elle est quand même arrivée. Une semaine d'octobre. Sous un demi-jour argenté, rongé par la chaleur de la nuit, sans clairon, sans signe annonciateur, juste un ciel brun qui s'éparpille en mille fragments. Une minute avant elle, l'été de mes 9 ans était splendide, c'est-à-dire supportable. Une minute avant, l'odeur des alamandas et du frangipanier inondait par bouquets notre salon. Nous avions fini une promenade et nous étions rentrés tous les 4, puisque Bélou était avec mes parents et moi. Il y a eu un mot, semble-t-il, une exaspération de trop. Soudain, dans mes cheveux, à mes pieds, il n'y eut plus que les éclats du monde orangé, à jamais perdu. Une chaise encore chaude fut repoussée avec effroi, puis une seconde. Un monstre énorme comme une tornade roula vers nous. Dans l'ombre stupéfaite, j'ai serré Bélou très fort et j'ai voulu me cacher derrière un fauteuil, une armoire, le ventilateur, n'importe quoi, parce que Bélou avait très peur. Son cœur battait très fort contre le mien. Elle a commencé à trembler et s'est mise à pleurer. J'ai voulu la rassurer, mais je ne trouvais pas les mots. J'ai dit « Arrête, Bélou, arrête, c'est rien. Il faut juste qu'on reste à chaud. » Mais Bélou, elle est trop petite pour comprendre ces choses d'adieu. Elle ne fait que pleurer. Elle ne sait pas retenir ses yeux comme dans Bélina, les enfants à l'école. Des choses nous tombaient sur la tête, les épaules, les mains. Alors, j'ai mis Bélou tout contre moi et nous avons couru nous cacher derrière la porte de la cuisine. Mais nous nous sommes arrêtés net à l'embrasure de celle-ci, choqués par la paix du monde à l'extérieur. Au-dedans, les dessins montrés par leur haine jouaient au gladiateur. On venait au point, se donner de coups de pied, des gifles et se traîner par les cheveux au milieu du salon. Maintenant que j'y pense, il y eut peut-être une rumeur, un murmure après quelques jours de pluie. Mais la fin du monde, ni Bélou, ni moi ne l'attendions. Dans ce demi-jour frais, bleuté, sûrement même que j'aurais préféré la fin, la vraie, à ce remue-ménage, à cette perte d'innocence et d'insouciance qui vous laisse orpheline, alors même que vous avez des parents. Parce qu'au 21 rue René Descartes, en deçà de la vache d'une marmite en fonte, chaque dessin frappait l'autre, dans un silence déterminé, de corps en sueur, embrouillé et nerveux, emporté dans une lutte à mort pour un mot de trop. L'un gisait au sol, l'autre crachait du sang, et pourtant, hors de la perspective d'une trêve, il fallait qu'un des deux laisse à terre sa détermination, que la nuit tombe sur un cadavre. À Bélou, on avait le droit de tout montrer, et il lui fallait faire comme si cela était la vie. Pas une larme, sans un cri, attendre que la guerre soit finie. Alors, nonobstant le dégoût et l'abattement, j'ai enveloppé Bélou dans une serviette de laine et nous nous sommes enfuis de la maison au mépris de la nuit. Nous sommes allés chercher un diplomate, un vivant de paix, n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où pour venir nous sauver ou de moins ce qui est resté, ce qu'il reste. Je cours à toute vitesse dans cette rue, immense comme une ville, noire et menaçante, avec ses aboiements de loups, ses trissements d'hirondelles qui dessinent d'étranges cercles au-dessous des nuages. Allez vite, comme dans un rêve, comme dans un film, défier les meutes de chiens qui errent sans maître, chercher une âme, ne trouver que des maisons fermées, des portails enchaînés, des molosses prêts à mordre. Bélou n'arrête pas de demander s'ils sont morts tous les deux, comme à la télé. Au loin, une silhouette la fait tressauter. C'est rien, Bélou, c'est rien. Je rebrousse chemin, puis, à un autre endroit, traverse la route, pleine d'audace, essoufflée, emportée par un cylindre de lumière dorée. Une voiture passe, énorme, mugissante comme une bête. La trace des pneus brutalement arrêtés marquait encore le sol plusieurs semaines après. Elle manque de nous tuer. Peine perdue. Je me refuse à mourir aujourd'hui. Nous avions déjà disparu dans la cour d'animal, restés là, accroupis, allaitantes. Au milieu de ce déchaînement de peur,
Belou qui insiste. Sont-ils morts tous les deux? Je me redresse, reprends la route. Mais cette fois-ci, je sais où aller. Chez les Bertrand, une famille champenoise installée depuis un an dans la rue voisine. Ils ont un gros charbon, une balançoire et 3 enfants. Monsieur Bertrand tient un petit atelier de réparation de cyclomoteurs. Sa femme travaille dans un bureau. Je suis sûre qu'ils sauront quoi faire. Je pousse sous le portail, traverse le jardin et ouvre brusquement la porte de la maison, qui ne ferme jamais la clé. Ils sont tous les 5 assis dans l'immense salon baigné de lumière. À côté d'eux, Paul et Mille. Leur félin perçant suivent allemand les discussions et la rediffusion télévisée d'un ballet. Venez vite, s'il vous plaît, mes parents sont en train de se battre. L'homme et la femme se levèrent immédiatement, et cette spontanéité a déposé comme un baume sur mon cœur humilié. Ils m'ont cru tout de suite. Ils m'ont fait confiance. J'oubliais que j'étais arrivé chez eux, les pieds nus, une poupée en larmes. Comment aurait-il pu ne pas me croire? De toute manière, il suffisait de traverser la rue pour connaître la vérité de ces 2 malheureux, sans pitié, sans honneur, vivant pour s'égorger. Madame Bertrand m'emporta dans ses bras, tandis que je portais Belou, et avec son mari, traversa la rue en courant. Ni mon père, ni ma mère ne nous virent arriver. Les insultes résonnaient autant que les coups de pied. Pas de temps à perdre. Il fallait faire mal, vite, transpercer, user l'autre, étrangler, rabaisser, tout en frappant des poings, chercher n'importe quoi. Vase, lampe, poêle, qui puisse donner le coup de grâce. L'un des deux venait de trouver son salut, et, dans le prolongement de sa main, on aperçut un poignard, qui transperça la nuit et s'enfonça dans la bataille. Ça suffit, hurla M. Bertrand, ça suffit. Mais leur bataille les avait rendus imperméables au monde alentour. Ils ne vivaient plus que pour frapper et se vider de leur sang, pourvu qu'à la fin, il ne restât rien de l'autre. M. Bertrand fit la seule chose encore possible. Il inspira profondément, plongea son corps d'ours chaleureux dans la mêlée des chairs affolées et pantelantes, et, après un temps qui parut infini, parvint à les disloquer. Les 3 corps s'effondrèrent, telles les colonnes d'un temple dévasté. Comme arrachés à un cauchemar sans fin, tous les 3 secouèrent leur tête embrouillée et se mirent à regarder avec stupeur autour d'eux comme au lendemain de l'achèvement du monde, lorsque chaque survivant, ne prêtant guère attention aux autres rescapés, contemple d'abord les dégâts de cette terre en ruine, s'étonnant d'avoir survécu. Est-ce bien moi? Le monde tourne-t-il encore? C'est du saint alors. Quel saint alors? Dire que c'est moi qui pouvais envoyer en maison de corruption. Ils se mirent debout, honteux et abattus. Une bouche incarnable dissimulait leurs dents acérées. Leurs griffes étaient revenues des mains, et chaque filet de sang qui glissait de leurs joues se prolongeait maintenant d'une larme de dégoût et d'un soupir de regret. Regret de n'être pas l'unique survivant. Belou et moi avons glissé des bras de M. Bertrand. Nous sommes allés nous mettre au milieu de nos stupides Goliaths. Après tout, pendant la guerre, il n'y a que la paix qui compte. Et M. Bertrand s'est mis à les rassurer autant qu'il le sermonnait. Depuis ce jour, mes parents m'ont encore plus détesté. Le revers de leur vie ayant été révélé. Nous haïr, mourir de faim ou nous terrasser comme des brisants de suite sauvages étaient choses tolérables. Mais il fallait préserver les apparences, le regard des autres, les signes extérieurs de réussite, la voiture clinquante. On les tient pour sacrés sous le Capricorne. Même pour l'autre côté de la ville, on aurait pu entendre leur clameur de haine cette nuit-là. Disons que ce fut l'apothéose de leur misère. Mais, à l'échelle du quartier, rien de nouveau sous le soleil. Puisque, entre nous, rue Descartes, tous les couples se flanquaient de grandes rasades plusieurs fois dans la nuit. Un petit râle poussé, comme ils disent. Ce qui est étrange, c'est qu'alors que tous savaient et faisaient la même chose, chacun mettait un point d'honneur, avec un torrent de démentis, à nier l'évidence. Un reliquat d'esprit tordu, sans doute. Une chose est sûre, dès le lendemain,
le long du canal d'Ichy, au comptoir de Chine, dans la file d'attente de la poste, on ne parlait que de cela. Les dessins s'essayaient eux aussi à la boxe taille. L'argent de Paris, vieux de 11 ans, passa de main en main. On se rappelait les pronostics établis le sort du mariage. Féliciter les oracles, jurer d'avoir tout vu venir. Ça y est, les descentes étaient finies. Enfin, pas tout à fait. Ils avaient une fille décidée à réussir et qui, donc, se souciait scrupuleusement de son avenir. Et vaguement du leur, puisque les deux étaient malheureusement liés.